Bonjour à toutes et à tous, chers investisseurs CLF, pour ce point de marché du 7 ou 8 avril. Ça dépend évidemment du moment où vous allez écouter cette vidéo. Alors, ce point de marché, évidemment, on va encore parler, c'est encore une actualité inquiétante. Excusez-moi, j'aurais préféré partager de meilleures nouvelles. Mais de quoi va-t-on parler? On a un nouveau choc pétrolier qui menace de faire repartir l'inflation et je vais vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Alors avant de cela, je rappelle l'événement que j'organise le mardi 11 avril 2023 à 20 heures sous forme de webinaire. Le titre, c'est En cette période d'incertitude, quelles opportunités d'investissement sont à saisir en 2023? Donc évidemment, j'aborderai plusieurs stratégies actuelles du moment pour pouvoir profiter, entre guillemets, de la conjoncture pour quand même faire de bons investissements. La conférence, elle est gratuite, vous pouvez vous y inscrire et vous avez le lien en bas de la vidéo. Voilà, donc bon, bah, ça sera sans doute la dernière vidéo que je fais avant la conférence du 11 avril à 20 heures. Donc prenez bien le lien et voilà. Et puis bah, je vous dis à cette conférence pour celles et ceux qui souhaitent s'inscrire. Alors, sans plus attendre, j'attaque l'actualité. Alors, l'actualité, c'est quoi? On a une baisse de la production du pétrole. L'Arabie saoudite, la Russie et les autres pays producteurs de pétrole réunis au sein de l'OPEP+, ont annoncé le week-end dernier, donc en début de semaine, qu'ils allaient réduire encore davantage la production d'ici la fin 2023. Cette coupe surprise a provoqué une forte remontée des prix du baril qui ont pris 15% de hausse en une semaine. Autant dire qu'à mon avis, les 2 euros à la pompe, je pense qu'on risque de les exploser dans plus très longtemps. Donc, l'OPEP+, regroupe 13 pays membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, dirigée par l'Arabie saoudite et 10 autres pays, avec la Russie en tête. Donc, cette OPEP+, a annoncé réduire à nouveau sa production de 1,16 million de barils jour à partir du mois de mai et jusqu'à la fin 2023. Donc, évidemment, ça a surpris beaucoup de gens. L'objectif, c'est de maintenir les cours du pétrole qui sont tombés en mars à leur plus bas niveau depuis décembre 2021 en raison des craintes sur le secteur bancaire. Et là, on verra, on va voir à la fin de la vidéo en quoi c'est inquiétant et pourquoi, bizarrement, les marchés, à part le pétrole, ne réagissent pas plus que ça. Alors, l'Arabie saoudite baissera sa production de 500 barils, l'Irak de 211 000 barils, les Émirats arabes unis de 144 000 barils, le Koweït de 128 000 barils, le Kazakhstan de 68 000 barils, Oman de 40 000 barils, l'Algérie de 48 000 barils. Et la Russie va prolonger jusqu'à la fin de l'année sa réduction de 500 000 barils qu'elle avait instaurée fin février en réponse au plafonnement des prix du pétrole. Donc ça, c'est quand même assez inquiétant parce que là, les pays producteurs du pétrole avaient une occasion de tuer, entre guillemets, de tuer l'économie russe parce que si ces pays-là avaient au contraire inondé l'économie de pétrole, ça aurait fait tomber les prix du pétrole et là, la Russie aurait pu être dans une situation très, très, très critique. Donc cette annonce a créé une surprise parce que l'OPEP Plus avait déjà acté en octobre une baisse de 2 millions de barils de sa production pour la période allant de novembre 2022 à fin 2023, la baisse la plus importante depuis la pandémie de Covid, tandis que les États-Unis plaident pour une hausse de la production. Et donc évidemment, les analystes s'attendaient à ce que l'objectif soit maintenu, mais au contraire, on a encore baissé les barils, le nombre de barils. Et donc, évidemment, l'objectif de prix affiché par les producteurs de barils se situe entre 95 et 100 dollars le baril. Et ça, c'est assez inquiétant parce que on a déjà, avec un baril qui était à 70, 75 dollars le baril, on était déjà à 2 euros le prix de l'essence. Donc, si le prix du baril devait revenir à 100 dollars, je ne vous laisse même pas imaginer quel sera l'impact
des prix à la pompe, sans parler pour nous Français des problèmes de grève, de blocage dans les raffineries. Et au-delà de cette annonce surprise, il y a aussi une réelle volonté d'une partie du monde émergent de ne pas suivre l'Occident, car cette baisse de production de pétrole avantage aussi la Russie qui est frappée par les sanctions. Et donc, du coup, pour la Russie, c'est tout bénef. Donc là, on voit clairement que, au-delà de l'aspect euh, philosophique, entre guillemets, où on condamne la Russie pour son invasion de l'Ukraine et on lui met des sanctions, on voit que, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas de quel côté on se place, une grande partie des pays de la planète ne sont pas prêts à baisser, à augmenter la production de pétrole pour embêter les Russes. Hein, on voit clairement que alors je dis pas que les autres pays sont pour la Russie, font bloc avec la Russie, mais on voit que la plupart des pays non alignés, émergents, suivent leurs intérêts et ne veulent plus que l'Occident leur dicte la loi. Ce que d'ailleurs François Mitterrand disait, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Alors évidemment, qu'est-ce qui s'est passé sur les marchés, hein? Impact sur le prix du pétrole. Regardez l'explosion des prix du pétrole, hein. Ça a pris quasiment plus de 5% en quelques minutes, quelques heures. C'est énorme, hein. Une hausse de 5% du prix du baril en quelques heures, sachant que une partie des intervenants du marché anticipaient cette hausse puisque le prix du baril était à 68 dollars il y a 2 semaines. On est passé à 76 dollars, donc on a eu une hausse de 10% courant de la semaine d'avant. Et à cause de la baisse surprise de la production, on a encore une hausse de 5% des cours du baril. Donc là, on risque d'avoir des choses pas très agréables à la pompe. Alors bizarrement, pourtant, aucune trace sur les marchés. Le CAC 40 tutoie ses records historiques, hein. Regardez le CAC 40 au moment où j'écris, on est quoi? On est à 0,5% de son record historique. Le prétexte, évidemment, des analystes, c'est Total qui tire profit de la situation de la hausse des cours des prix du baril. Donc on voit que tous les prétextes sont bons, donnés par les analystes pour justifier des hausses des hausses des actions qui commencent à devenir suspectes, hein, vraiment devenir suspectes. On parle de récession, on parle de ralentissement, on parle d'inflation, et pourtant, les marchés actions n'en ont rien à faire, hein. On a eu une crise bancaire avec la Silicon Valley Bank, puis le Crédit Suisse, Deutsche Bank. Ensuite, à peine remis de cette crise bancaire, on a un énorme scandale bancaire avec les perquisitions historiques qui ont lieu, puisqu'on soupçonne quand même les banques d'avoir contourné, escroqué, entre guillemets, hein, le fisc de 140 milliards d'euros à cause d'évasion, d'évasion fiscale sur les dividendes. Les marchés n'en ont rien à faire. Là, on a une menace de choc pétrolier. Les marchés n'en ont rien à faire. Là, on se dit, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Alors moi, mon interprétation, elle est toute simple. C'est qu'en réalité, les marchés s'attendent à ce que la planche à billets vienne aider tout le monde. Et on le voit d'ailleurs, parce que si la situation était si bonne sur le plan économique, il y aurait un actif qui, lui, devrait baisser, ça serait l'or. Et pourtant, regardez l'or, hein, voilà, moi c'est un peu c'est un peu ce que je dis. Cette bonne situation, cette bonne tenue des indices boursiers masque une situation plus inquiétante, comme le montre le graphique de l'or. L'or n'est plus qu'à 4% de ses records historiques. On a déjà battu les records de 2011, hein, où l'once d'or était à 1915 dollars l'once. Aujourd'hui, on a franchi cette semaine la barre des 2000 dollars l'once, hein. Ça a été une explosion à la hausse de l'or, hein. Regardez cette montée. Ça se voit plus en page journalier, hein. Regardez cette envolée des prix de l'or, hein. On a pris, on a pris 10% en 10 jours, quoi. 10% le prix de l'or qui a monté. Ça, pour le coup, c'est inquiétant. Ça, c'est vraiment inquiétant parce que ça montre clairement que les marchés ne croient absolument pas en la capacité des banques centrales de tuer l'inflation. Et ça c'est vraiment, 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 vraiment embêtant. Honnêtement, moi, je suis assez préoccupé par ce graphique parce qu'on voit que
Bah, on ne sait pas comment on va s'en sortir en fait. On ne sait pas comment on va s'en sortir. On a d'un côté, on a d'un côté des scandales bancaires, des problèmes de banque, etc., qui sont réels, liés aux taux d'intérêt qui sont élevés. Et de l'autre, une inflation qui ne veut pas baisser. Et avec cet événement de l'OPEP qui fait monter les prix du baril, ça, c'est pas bon du tout, du tout, du tout pour l'inflation. Et ce qui est inquiétant, moi, ce qui m'inquiète dans ce graphique, c'est qu'en fait, les marchés parient sur, non pas sur une très bonne tenue des actions d'entreprise, des valeurs des actions, mais ils parient en fait sur une baisse de la valeur de la monnaie. Donc, si la monnaie perd de sa valeur, mécaniquement, la valeur du CAC 40, exprimée en euros courants, elle monte. Donc, en gros, c'est assez inquiétant. C'est vraiment assez inquiétant. Et ça, d'ailleurs, j'en parle, hein, voilà, dans ma conclusion, hein. Alors déjà, on voit que on a vraiment un bloc sur le plan géopolitique qui est en train de se dessiner, avec d'un côté la Chine, la Russie, parce qu'on a vu aussi les Chinois qui clairement commencent à se rapprocher des Russes, versus l'Occident d'un côté, et de l'autre, les producteurs de pétrole qui jouent le jeu de la Russie et on voit l'Arabie Saoudite, pourtant un allié américain, l'Algérie, le Kazakhstan, etc., etc., sans parler de l'Iran qui, à mon avis, doit aussi bien jouer sa partition. Donc ça, c'est quand même assez inquiétant, surtout pour nous, Européens. Je rappelle que l'Europe n'a pas de matières premières. Toutes les matières premières sont en Russie. Une partie des matières premières sont aussi aux États-Unis. Nous, en Europe, on n'a pas de matières premières, donc on est entièrement dépendant de ce que fait l'OPEP, de ce que fait la Russie. On dépend aussi de la Chine sur les semi-conducteurs. On dépend des États-Unis sur tout ce qui est sur le dollar, notamment. Bref, c'est vraiment inquiétant. Et pourtant, les marchés résistent. Alors, mon interprétation, c'est que les marchés anticipent que les banques centrales vont continuer à faire tourner la planche à billets pour renflouer tout le monde. Et c'est ce qui explique cette hausse conjuguée des actions et de l'or. Et ça anticipe une érosion de la monnaie par rapport à tous les actifs tangibles. Alors, pour les détenteurs de fonds indexés sur l'or, c'est génial, c'est grisant. Moi j'ai été regarder mes placements sur l'or, que ce soit mes CFD ou mes unités de compte indexées sur l'or que j'ai dans mon assurance vie architecture ouverte. Et c'est vrai que j'étais impressionné. Hein, vache, waouh, ah, ça grise. Bon, par contre, moi j'essaye de voir plus loin. À quoi ça sert d'avoir des centaines, des milliers d'euros investis sur les produits indexés sur l'or qui montent si à la fin, de toute façon, la baguette de pain elle vaut 3 euros et le cours de l'essence hein, pour faire votre plein arrive à 5 euros. C'est un peu ça qui m'embête en réalité. Et en fait, ce que ça veut dire, c'est que en fait, c'est la valeur de nos euros qui est en train progressivement de s'éroder, ce qui explique la hausse continue de tous les actifs. Et c'est ça qui m'embête. Alors oui, c'est sûr que tous ceux qui font rien, qui réfléchissent, qui passent leur temps à procrastiner, alors eux, ça va être un carnage, très clairement. Ça va être vraiment un carnage pour eux parce que bah, tous les gens qui ont des dizaines de milliers d'euros qui se baladent sur le compte courant, là, pour le coup, ça va vraiment devenir très compliqué pour ces gens-là. Euh, voilà, moi en toute honnêteté, je vais être vraiment clair avec vous. J'aurais préféré, j'aurais préféré que les autorités aient le courage de faire comme en 1929. C'est-à-dire que 1929, on avait une crise de surendettement, sauf que les autorités ont laissé les marchés s'effondrer, on a laissé les actionnaires, les gens qui ont pris des risques excessifs via le crédit, on les a laissés prendre le bouillon, comme on dit, on a laissé les marchés s'effondrer, et ensuite Roosevelt est arrivé, il a lancé le New Deal, il a socialisé la misère, quelque part, il a empêché les gens de tomber dans la grande misère, de mourir de faim, il a mis en place des politiques de grands travaux, il a sauvé les banques pour éviter que les détenteurs de comptes sur les banques ne soient ruinés, parce qu'il faut sauver les banques.
Par contre, tous les patrons, les investisseurs, les spéculateurs, il les a laissés faire faillite. Et moi, en fait, moi, c'est un peu comme ça, parce qu'on a une crise, c'est un peu comme ça. Moi, je suis partisan de cette solution. Très honnêtement, moi, je vais être franc avec vous, si nos autorités choisissent de résoudre la crise comme ça, comme l'avaient fait les autorités américaines en 29 avec Roosevelt en 32, honnêtement, moi, ça serait, entre guillemets, le cœur léger que j'arrêterais de faire de la gestion de patrimoine. Si les autorités laissaient le marché faire, en réalité, ce qu'on devrait avoir un effondrement de tous les actifs. Hein. Les actions devraient perdre 80% de leur valeur, on devrait voir les taux monter, on devrait voir l'or baisser. Du coup, bah, les gens qui sont en cash, qui ont de l'argent, qui ont des milliers, des dizaines de milliers d'euros en banque, bah, eux verraient leur pouvoir d'achat augmenter. Parce que en parallèle de cet effondrement des actifs, on aurait aussi une baisse des prix. En 1929, on ne le dit pas assez, les gens qui ont pu conserver leur emploi, et il y en a énormément, hein, même si le taux de chômage en 29, en 1930 est monté à 20% de la population, c'est beaucoup. Hein, 20% de la population, c'est beaucoup. Les 80% des personnes qui ont conservé leur emploi, parce qu'on parle d'un taux de chômage à 20%, c'est-à-dire qu'il y a 80% des gens qui ont conservé leur emploi, bah, les 80% des gens qui ont conservé leur emploi ont vu leur pouvoir d'achat augmenter de 25%. En ne faisant rien, en ne faisant pas de gestion de patrimoine, en ne faisant pas d'investissement, juste en gardant l'argent à la banque. Parce que l'argent à la banque a été sauvé par Roosevelt avec le New Deal et tous les prix, y compris la baguette de pain, le lait, les œufs, tous les prix ont baissé de 25%. Donc, stagnation des salaires, gel des salaires pendant 5 ans avec baisse de tous les prix de consommation de 25% et effondrement des actifs de l'immobilier qui a chuté, tout a baissé en 29, tout, hein, l'immobilier, les actions, moins 90%. Alors les SCPI, ça n'existait pas à l'époque, mais même les SCPI avaient perdu 15%. Tout avait baissé. Et ça, en fait, moi, personnellement, j'ai fait une intervention dans une école, dans mon école d'origine, l'NCE, et j'en avais parlé. On m'avait posé la question, qu'est-ce que je ferais, moi, si j'étais au sein, au sein des autorités politiques, moi, ce que je ferais, si j'avais les manettes, c'est je laisserais le marché faire. Et le marché, si le marché devait être libre, sans une banque centrale qui imprime à tout bout de champ, on devrait avoir les actions qui perdent 80% de leur valeur. L'or qui perdrait 40% de sa valeur, l'or devrait se situer à 1000 $ l'once et pas à 2000 $ l'once. Les prix, vu qu'il y a une crise, les prix devraient baisser aussi de 20% et la valeur du cash, la valeur des euros que vous avez, du coup, augmenterait mécaniquement. Ce qui permettrait aux gens, aux braves pères de famille qui se battent pour conserver son emploi, de voir son pouvoir d'achat augmenter, rien qu'en gardant son argent à la banque. C'est ce qu'avait fait Franklin Roosevelt dans les années 30. Et d'ailleurs, les écarts de richesse se sont effondrés entre les plus pauvres, les classes moyennes, qui ont eu des filets de sécurité, qui ont évité de basculer dans la misère grâce à Roosevelt, alors que les plus riches, les investisseurs, les spéculateurs, eux, ont vu leurs investissements s'effondrer. Et les patrons, on a vu énormément de patrons se retrouver à la rue, au chômage, parce qu'il n'y avait aucune pitié. Les gens qui étaient aux manettes avant la crise de 29, Roosevelt a dit ils ont profité de la crise, enfin ils ont profité avant la crise pour s'en mettre plein les poches. Maintenant, il faut renverser la table et mettre en place de nouveaux dirigeants. Et moi, si j'étais à la tête des autorités politiques et monétaires, c'est ce que je ferais. Évidemment, dans ce contexte-là, il n'y aurait pas besoin d'être accompagné par un conseiller en gestion de patrimoine pour piloter vos investissements. Le conseil, alors là, pour le coup, que je pourrais vous donner, si on avait des dirigeants qui laissaient le marché faire au lieu de sans arrêt faire de la planche à billets, de mettre des règles à la con, excusez-moi de l'expression, et au lieu sans arrêt de vouloir intervenir à tout bout de champ, si on avait un marché libre, bah, avec tout ce que je vous ai dit, ça sert à rien d'avoir un conseiller. Hein. Autant retirer. Moi, je vous dis, vous gardez votre argent en cash, vous laissez les prix
des actifs baisser, vous laissez les prix du pain, de la baguette de pain, du lait baisser. On a du mal à le croire, mais en 1929, la baguette de pain, le prix de la baguette de pain avait baissé de moitié. Le prix du lait avait perdu 60% de sa valeur. C'est un peu comme si le prix de la baguette aujourd'hui revenait à 50 centimes. C'est un peu comme si le prix de votre litre d'essence revenait en dessous des 1 euro, alors qu'on est à 2. Si on était dans cette cas-là, honnêtement, moi, alors là, pour le coup, je pourrais vous donner un conseil, vraiment un conseil d'investissement. Gardez tout en cash à la banque. De toute façon, on va sauver les banques comme Roosevelt l'a fait. On fera payer les grands patrons en les virant, mais ça, c'est pas votre problème. Les traders, pareil. Vous gardez votre cash. Et là, pour le coup, je peux vous donner vraiment un conseil. Malheureusement, la chose est plus compliquée. Nos dirigeants n'ont pas suivi, ne veulent pas suivre cette voie. Ils veulent faire imprimer, faire la planche à billets, ce qui, pour vous, investisseurs, vous oblige à être en alerte. Ça vous oblige, malheureusement ou heureusement, ça dépend, voilà, ça vous oblige à investir sans arrêt, à faire attention d'investir, non pas pour le luxe, mais pour éviter que votre patrimoine ne s'effondre. Et donc, ça vous oblige, vous êtes obligé, quelque part, moi aussi, on est obligé d'investir. D'investir, soit par soi-même, soit parce qu'on s'y connaît, soit parce qu'on s'est formé, soit via un conseiller en gestion de patrimoine. C'est dans ce contexte que moi, en fait, je me lance dans le conseil en gestion de patrimoine, en investissement et en gestion de patrimoine. Hein. J'aime ça, j'adore les investissements. Même en 29, je pense que j'aurais investi. Mais si on était à la veille d'une crise comme 1929 avec des autorités politiques et monétaires qui appliqueraient la même politique, bah, honnêtement, vous n'aurez pas, moi, je vous dis clairement, ça ne sert à rien d'être conseiller en gestion de patrimoine. Je gérerai mes actifs. Et puis, de toute façon, les gens qui connaissent pas l'investissement, je donnerai le conseil, bah, écoutez, gardez tout à la banque. De toute façon, tous les prix vont baisser de 25%. En gardant l'argent à la banque, en faisant rien, vous enrichissez. J'aimerais bien, mais malheureusement, on n'est pas dans cette situation. Très clairement, on a des dirigeants qui font tourner la planche à billets. On a des grands patrons comme, je ne vais pas les citer, mais bon, je les ai déjà cités dans pas mal de vidéos, qui ont intérêt à ce que l'inflation augmente. On voit bien, à chaque fois qu'il y a des chiffres d'inflation mauvais, enfin élevés, on voit qu'est-ce qui monte. Hein. On voit voilà, les compagnies pétrolières, les banques, le luxe, tout ça, ça monte. Et on voit bien qu'il y a, les autorités sont de mèche avec tous ces secteurs, tous ces lobbies, pour faire tourner l'inflation. Je vous avais montré hier dans ma vidéo comment intitulé Comment mettre en échec la réforme de Macron. On voit bien clairement les ministres, ils disent clairement qu'ils misent sur l'inflation pour dissuader les gens de manifester contre la réforme des retraites. Donc on voit bien que cette inflation, elle est voulue et que les autorités monétaires n'appliqueront jamais, jamais la même politique qui a été appliquée durant la crise de 1929. Donc voilà. Et moi, évidemment, moi, je m'y connais en finance, j'ai 20 ans d'expérience. C'est un peu mon devoir, quelque part, d'utiliser mes compétences pour mes propres investissements hein, et aussi pour aider un grand nombre d'entre vous pour éviter de se faire tondre, hein, tout simplement, éviter de se faire tondre. Hein, parce que quand, voilà, quand l'or prend 5%, 7%, 9% et que l'inflation prend 10%, en réalité, en investissant dans l'or, soit via des CFD, soit via les assurances vie architecture ouverte, en fait, vous maintenez votre pouvoir d'achat. En fait, vous ne vous enrichissez pas. Vous faites juste que c'est déjà très bien. Vous ferez partie des 3% d'investisseurs qui voient les choses. Mais malheureusement, moi j'aurais préféré, honnêtement, vous dire vendez tout, sortez, soyez en cash, cash à la banque. De toute façon, tout va baisser. Il va y avoir une bonne purge du système. Moi, je suis partisan pour ça. Malheureusement, je ne suis pas dirigeant politique. C'est ce que j'ai dit à l'intervention d'avant-hier avec mon école. Hein. Donc, c'est une intervention privée uniquement avec les anciens de mon école d'ingénieur. Malheureusement, voilà, je ne suis pas aux manettes. Nos dirigeants ne veulent pas ça. Nos dirigeants veulent toujours plus de planches à billets, toujours plus de chèques, etc. Très bien. Bon, bah voilà, bon, c'est comme ça. Et du coup, à mon niveau, qu'est-ce que je peux faire à défaut de changer de direction, c'est de donner des conseils pour limiter la casse. Hein. Je n'ai pas la prétention de vous rendre milliardaire, mais limiter la casse dans cette période assez compliquée.
Voilà, bah écoutez, en tout cas, moi, je vous souhaite un très bonne fin de journée, un très bon week-end de Pâques si vous avez l'occasion de voir cette vidéo durant le week-end pascal. Et j'espère vous retrouver dans une semaine pour un nouveau point de marché. Et d'ici là, pour celles et ceux qui se sont inscrits à, voilà, à mon webinaire du 11 avril, bah écoutez, moi je vous dis au 11 avril à 20 heures hein, en webinaire. Je vais envoyer les liens cette semaine, ce week-end pour celles et ceux qui se sont inscrits. Et puis bah, pour les autres qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas, etc. Enfin voilà, bah, je vous donne rendez-vous à dans une semaine pour un nouveau point de marché. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un bon week-end, joyeuses fêtes et à bientôt. Salut tout le monde.